Nous sommes engagés publics. Bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est Louis-Philippe Valiquette et aujourd'hui je suis avec... Alizé Noumedem. Et Jérémy Lepage. Cette semaine, le Québec se déconfine. Ensuite, une crise sociale sans précédent éclate aux États-Unis après l'assassinat de George Floyd. Et bref, en fait, ça va tellement mal que deux humains ont décidé de quitter la Terre. Donc, salut, j'espère que vous allez bien, autant les auditeurs que Alizé et Jérémy. Tout d'abord, je voulais juste parler d'une entrevue qu'on a fait. En fait, Denis a fait une entrevue avec la chef du PLQ, Dominique Anglade. Un très bon épisode. Est-ce que vous l'avez écouté? Non, moi, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter, je m'en veux. Puis Alizé, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est toujours intéressant d'avoir la perspective de Dominique Anglade, sachant qu'elle est la nouvelle chef du PLQ, qui est quand même un parti important à la SNAP. Oui, je pense que, en tout cas, Denis nous disait que c'était quand même un échange assez intéressant pour lui, fait que je vous le conseille. Sinon, abonnez-vous à notre infolettre pour suivre puis pour recevoir un résumé de l'actualité débattue ici chaque semaine. Pour vous abonner, vous avez juste à visiter le site engagépublic.com avec des S. engagépublic.com. Sinon, si vous souhaitez manifester, on le fait en essayant de respecter autant que possible les consignes sanitaires. Alors, on va commencer par parler du Québec. Donc, on revient sur notre sujet du moment, gestion de la pandémie. Donc, les indicateurs s'améliorent, il y a moins de cas, moins d'hospitalisations, moins de décès. Donc, Québec autorise les rassemblements publics de 10 personnes, mais en gardant notre distance. Les palais de justice du Québec rouvriront graduellement. Puis, réagissant aux critiques, Québec annonce un plan d'aide pour la culture de 400 millions de dollars. Sinon, le gouvernement cherche 10 000 nouveaux préposés en CHSLD. Puis, il y a déjà beaucoup d'inscriptions qui sont rentrées pour une formation. La nouvelle réforme du programme Expérience Québec, en fait, Québec va exiger une plus grande expérience de travail. Ensuite, Québec s'engage à présenter un plan de lutte au racisme, qui est quand même la question très chaude du moment. Et Québec annonce aussi ses couleurs. Il faudra rapidement s'attaquer à la dette, dit le ministre des Finances. Fait que, Jay, es-tu d'accord, toi, avec le ministre des Finances? Ben moi, LP, mettons que l'économiste en formation en moi est pas mal obligé de te dire que ouais, dans le sens où le Québec, malheureusement, puis Alizé pourra te le confirmer, on n'est pas un pays, ok? Malheureusement, on n'est pas un pays, ce qui fait qu'on n'a pas l'outil de la politique monétaire, on n'a pas notre propre banque centrale, ce qui fait que quand le gouvernement du Québec s'endette, il s'endette auprès d'une institution, en tout cas, comment je pourrais dire ça? Il s'endette, mettons, auprès du privé, ou il s'endette à un taux vraiment défavorable par rapport à un taux où le Canada, lui, pourrait s'endetter par rapport avec sa banque centrale. Ce qui fait que c'est beaucoup plus pénalisant au niveau du taux d'intérêt pour le Québec de s'endetter que le Canada, parce que le Canada a sa banque centrale. Ce qui fait que ça devient un enjeu plus important que le Canada, mettons. Mm-hmm. Puis toi, Alizé, est-ce que ça te fait peur de t'endetter auprès du fédéral? Non, ça me fait pas particulièrement peur. Après, c'est ça, c'est que la dette, on a tendance à la diaboliser, mais il faut toujours la remettre en contexte. Si on s'endette, par exemple, pour construire une nouvelle autoroute, c'est pas la même chose qu'on s'endette, par exemple, pour, subventionner des voitures électriques pour les citoyens. Mais moi, je trouve ça vraiment... C'est tout le temps le même pattern, en fait, qu'on voit. C'est que le parti qui est au pouvoir critique qu'est-ce que le parti d'avant faisait, puis il fait exactement la même chose après quand il est rendu là. Puis je me demande qu'est-ce que les électeurs de la CAQ qui dénonçaient l'austérité en pensent. Mais le problème, c'est que, tu sais, moi, je m'inquiète pour le citoyen aussi qui est désabusé, je pense, par qu'est-ce qui se passe. C'est que c'est ça, il vote pour un changement, puis finalement, c'est pas ce qu'il a. Donc, j'ai peur que ça alimente le cynisme aussi. Mm-hmm. Puis,
si tu veux, Jay, je vais te poser une petite colle, là, Ouais. ou du moins, je vais essayer de t'en faire une. Je suis prêt, je suis prêt. Économiste en formation. Euh, si je me trompe pas, il y a beaucoup de fonds de pension ou de gens qui, dans leur fonds de pension, ce qu'ils possèdent, entre autres, c'est de la dette du Québec. Ouais. Fait que ce serait pas... Tu sais, je veux dire, s'il n'y en a plus de dette du Québec, qu'est-ce qu'ils font, ces fonds de pension-là? Il me semble que, d'un certain point de vue, oui, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Mais aussi, ultimement, cet argent-là aide à faire croître l'économie québécoise par plusieurs fronts, non seulement par, je sais pas, si on décide de s'endetter pour construire une école, ben on est aussi en train de renflouer ou de vendre à des Québécois de la future argent qu'ils vont utiliser à leur retraite. Oui, parce que, mais ça, c'est un très bon point que tu amènes, parce que ce qui est important dans une dette, souvent, comme Alizé le dit, les partis d'opposition, souvent au fédéral, mettons, c'est les conservateurs, ils vont souvent critiquer le parti au pouvoir, mettons, le Parti libéral, pour dire, OK, ben, ils vont marteler la dette, puis dire à quel point c'est pas correct, c'est pas correct. Mais il y a deux choses bien importantes à savoir sur la dette qu'on voit, mettons, dans nos cours en économie, c'est de premièrement regarder à qui elle appartient, sa dette-là, puis c'est exactement ce que tu as soulevé, c'est que la dette du Québec ou la dette du Canada appartient en partie à des ménages ou à des institutions québécoises ou canadiennes. Ce qui fait que c'est vraiment pas la même forme de dette que si tu étais endetté auprès d'une compagnie chinoise ou auprès d'une compagnie américaine. On a une certaine fraction de notre dette, je pourrais pas dire exactement combien, qui appartient carrément à nous. Ce qui fait que c'est beaucoup moins... la notion de dette est pas la même. La dette d'un État, probablement, c'est vraiment pas comme la dette d'un particulier. Il faut vraiment la voir différemment. Mhm. Puis l'autre chose aussi, c'est que tant que la dette d'un pays augmente généralement d'année en année de façon brute, de façon en absolu, mais le plus important selon moi, c'est vraiment de la regarder relativement à ta croissance. Si ta croissance est plus grande que l'augmentation de ta dette à chaque année, ben au final, à chaque année, ton ratio de dette-PIB, lui, il va diminuer. Puis c'est ça qui est important. C'est pour ça que moi, ma philosophie ou mon idée, puis pas rien que moi, mais la philosophie de beaucoup de pays dans le monde aujourd'hui, c'est de miser sur la croissance puis d'investir dans ta croissance plutôt que de simplement mettre de l'argent dans le remboursement de ta dette. Ce qui fait qu'à chaque année, potentiellement, ta dette en absolu, elle va peut-être augmenter de 2%, mais ta croissance, mettons, elle augmente de 3%, ben au net, t'es moins pauvre parce que ton ratio dette-PIB, lui, a diminué, puis c'est ça l'important. Mm-hmm. Puis c'est sûr qu'en ce moment, on est dans un moment qui n'est pas tout à fait habituel. Ouais, vraiment pas. Tu sais, dans un moment comme ça, tu peux pas vraiment faire croître ton PIB tant que ça. Ben, non, en non, fait, c'est sûr que non. Vraiment pas en ce moment. Fait que le défi est quand même difficile à relever parce que si tu dis que tu veux grandir ton PIB, est-ce que tu es mieux de prendre un coup pendant un an puis de t'endetter un peu plus, mais après ça, de revenir? Ben, c'est que présentement, tous les pays subissent des très, très grosses conséquences économiques reliées à la crise sanitaire, la pandémie internationale. Mais ça, il faut l'accepter. On peut pas comme décider « Ah non, on veut pas », puis on fait comme si rien n'était. Ça, je pense que c'est une façon de faire qui serait à long terme beaucoup plus coûteuse que d'injecter de l'économie pour la soutenir artificiellement, pour qu'à long terme, ça aille beaucoup mieux. Fait que oui, à court terme, je pense qu'en ce moment, les chiffres sont évalués jusqu'au 30 avril. Je pense que la dette est établie à un endettement canadien de 260 milliards, ce qui en soi qui est vraiment énorme. Mais ça serait combien si on avait mis aucun argent dans l'économie, puis si le gouvernement canadien avait rien fait, puis si le gouvernement du Québec avait rien fait? Combien de gens aujourd'hui seraient bien dans le marde, puis seraient en train de voler des épiceries puis des dépanneurs pour essayer de juste manger? Puis combien de compagnies auraient déclaré faillite? Puis, tu sais, ce serait très différent. Ce serait peut-être pire. Puis moi, je suis sûr qu'à long terme, ce serait pire. Donc, le fait d'avoir investi de l'argent, oui, on s'endette à court terme, mais c'est la façon d'éviter le pire à long terme, puisque l'espèce de prêt qui se contracte entre... c'est pas un prêt techniquement, mais c'est un genre de prêt qui se contracte entre le gouvernement du Canada et la Banque centrale. Il se fait vraiment à un taux d'intérêt ridiculement bas. Ce qui fait que c'est un prêt très avantageux. C'est un genre d'emprunt très avantageux pour le Canada, ce qui fait que c'est la meilleure chose à faire pour le Canada. Puis c'est ça, pour le Canada, ouais. Moi, c'est par rapport à justement la politique budgétaire des dernières années du gouvernement Trudeau où justement, normalement, il y a plusieurs experts qui s'entendaient là-dessus, c'est que en période aussi prospère qu'on a eue pendant les dernières années, normalement, le gouvernement fédéral aurait pas dû s'endetter autant qu'il le fait. Puis, quand on regarde où est allé l'argent, ben, on se rend compte qu'il y a une grosse partie qui est passée vraiment dans les ménages pour aider les familles.
Puis bon, mais moi, c'est ça, j'ai un problème avec ça parce que, tu sais, je suis pas pour faire du déficit pour gagner du capital électoral. Mais je sais pas si j'ai raison de penser comme ça, mais moi, c'est l'impression que ça me donne. Puis surtout, tu sais, je me demande, c'est quoi, tu sais, l'effet de levier qu'il y a si on donne de l'argent à des familles versus que si on investit collectivement. Moi, c'est ça, avec ça que j'ai un malaise aussi, là. Je comprends pas vraiment. Ben, comme tu as dit tantôt, investir, mettons, dans l'éducation ou dans les infrastructures, je pense qu'en général, ça va être considéré comme de la bonne dette. C'est une forme de dette qui, OK, tu t'endettes, mais à long terme, ça va te rapporter. Ce qui fait que, c'est ça, il faut vraiment checker à qui la dette appartient, mais aussi c'est quel genre de dette. Si tu investis dans l'éducation, en général, on considère, tu sais, mettons, à chaque fois que le gouvernement du Québec ou celui du Canada décidait de faire des transferts ou de carrément investir en éducation, ce qu'on entendait majoritairement, c'était, OK, ben on investit en éducation, c'était un message positif. Mais en réalité, c'est quand même une forme de dette, mettons, sur papier, de façon comptable, genre au niveau de la comptabilité. C'est une forme de dette, c'est un genre d'investissement, mais c'est quand même de l'argent que tu perds, en tout cas. Fait que ce qui fait que il y a l'argent qu'on faut vraiment, c'est difficile de voir qu'est-ce qui est une bonne dette, qu'est-ce qui est pas une bonne dette. Mais comme tu as dit, en temps prospère, mettons, si oui, normalement on devrait pas faire de déficit, mais encore là, le plus important, je pense, c'est de vraiment regarder le ratio dette-PIB. Puis celui du Canada, même le souverainiste en moi, je suis obligé de l'admettre, puis c'est bien correct, mais le Canada a une cote de crédit internationale de AAA, puis notre ratio dette-PIB d'avant-crise, je pense qu'il tournait autour d'un petit peu plus que 30%, ce qui est vraiment, vraiment bon comparativement aux autres pays. Puis on a vraiment de quoi être fier, mettons, en tant que Canadien, là, on avait vraiment une très bonne gestion de la dette. Fait que oui, mettons, d'année en année, la dette absolue augmentait, mais mettons, si on check les 15 dernières années ou les 10 dernières années, le ratio dette-PIB du Canada, lui, diminuait, puis je pense que c'est ça le plus important. Mais ultimement, le fait qu'on soit une province dans un pays a quand même une influence que si le Canada réduit sa dette parce qu'il dépense moins, ben ça fait peut-être aussi que les provinces ont besoin de dépenser plus pour... Mais ça, c'est pénalisant pour chaque province parce que chaque province Absolument. n'a pas cet outil de politique monétaire-là. Fait qu'il peut pas s'endetter auprès de la Banque centrale. Il faut qu'il s'endette auprès, mettons, d'une autre banque ou de n'importe quelle institution. Mais c'est ça. Fait que la dette du Québec ou la dette de n'importe quelle autre province va être plus difficile à payer parce que son remboursement au niveau des taux d'intérêt va être moins favorable, va être donc plus défavorable par rapport à celle du Canada. C'est pour ça qu'un pays, en général, c'est quand même récent, mettons, dans l'histoire économique ou l'histoire de l'humanité. En fait, genre, les banques centrales, c'est pas quelque chose qui existait dans les années 1800. Là. C'est quand même une institution publique qui a été créée pour gérer l'inflation via les taux d'intérêt. Puis c'est quand même nouveau. On en apprend encore là-dessus. Juste le fait de chercher à stabiliser l'inflation au cours des années, juste ça, c'est comme nouveau. Puis l'économie, c'est quand même une science fraîche. On a encore plein de choses à apprendre là-dessus. Moi, je trippe. Genre, j'étudie là-dedans, j'aime vraiment ça. Ce qui fait que nos façons de voir les choses, ben, ils peuvent être différents les uns les autres, mais on a toujours des choses à apprendre là-dessus, puis c'est vraiment le fun. Bon, ben merci pour cette formation 101 sur la dette. Sinon, je voulais vous parler rapidement de distanciation sociale, puis où est-ce que ça s'en va. Tu sais, pour moi, mon opinion, c'est que j'aime bien qu'on prenne une avenue où on demande aux gens de rester prudents, mais tout en leur faisant confiance. Je pense que de restreindre les gens en leur donnant des directives sans qu'il y ait vraiment de latitude, ça aide pas les gens à s'épanouir en tant que comme acteur social, où est-ce qu'on est supposé être libre puis d'être capable de prendre des décisions par nous-mêmes. Puis tu sais, je pense que beaucoup de gens souffrent en ce moment puis d'avoir finalement l'occasion de ne pas se sentir hors la loi quand tu vois quelqu'un, ça doit être assez libérateur. C'est quoi vos situations sur ce point-là? Est-ce que vous habitez tout seul? Est-ce que vous êtes en coloc? Est-ce que pour vous ça fait une différence qu'il y ait ce changement-là? On peut commencer par réaliser. Moi, ça fait pas vraiment de différence à mon échelle. J'ai une famille nombreuse, fait qu'il y a tout le temps des gens que je peux voir si je m'ennuie un peu. Donc, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi, ça doit faire vraiment du bien à beaucoup de gens de juste avoir des interactions sociales. T'sais, l'autre jour, j'étais au Maxi, puis je voyais une caissière qui était en train de parler avec une madame, puis tu voyais que la madame, elle parlait déjà pas souvent à quelqu'un, probablement, mais qu'avec la pandémie, c'était comme vraiment pire. C'est un exemple anecdotique, mais je pense que oui, c'est vraiment important, ne serait-ce que pour la santé mentale des gens. Puis c'est clair que le gouvernement avait ça en tête quand ils ont décidé
c'est ça, de relâcher un peu. Puis c'est surtout qu'on on pense qu'il va y avoir une deuxième vague, donc ça fait encore plus de sens, là. Toi, Jay? Ouais, ben moi à la base, je suis en colocation avec 3 autres gars. Fait que, puis là, ma blonde a vécu un peu la quarantaine avec moi pour justement qu'on puisse se voir, pour pas qu'on puisse comme pas se voir pendant 3 mois. Fait que moi, je l'ai vraiment vécu, je pense, de façon différente par rapport à la majorité des gens, au niveau qu'il y avait comme toujours des gens autour de moi. Fait que c'est sûr que je pouvais pas faire plein d'activités avec mes amis, je pouvais pas toujours voir ma famille, mes grands-parents, tout, mais je le vivais pas de la même façon. Surtout que moi, au début de la quarantaine, j'étais en fin de session, j'avais de l'école. Fait que je le vivais comme... mais mettons que moi, au début, là, mon mood, c'était j'enviais les gens qui étaient en quarantaine parce qu'au moins, eux, avaient pas de devoirs puis d'examens. Puis moi, j'étais comme... J'étais dans ma chambre, puis je dormais dans ma chambre, je mangeais dans ma chambre, je faisais des devoirs dans ma chambre, moi, j'étais écœuré. Mais niveau social avec le monde, je suis vraiment pas à plaindre. Puis niveau études, ben ça, il y a tous les autres étudiants vivent la même chose que moi. C'est vraiment, genre... On n'en parle pas beaucoup au niveau de l'actualité, mais c'est très demandant psychologiquement, je trouve, pour un étudiant de faire son étude à distance, puis de pas voir du monde. C'est plus exigeant, c'est moins le fun, c'est moins motivant, mais bon, on est obligé de passer au travers de ça. En parlant de monde qui font leurs devoirs puis leurs études, on va parler de l'opposition. L'opposition, premièrement, exige un plan pour se préparer à la deuxième vague dont on parle sans cesse. Sinon, Québec pourrait prêter 200 millions de dollars américains au Cirque du Soleil pour qu'on les rachète, pour qu'un Québécois les rachète. L'idée est grandement critiquée par l'opposition. Sinon, du côté du PLQ spécifiquement, Dominique Anglade publie une lettre ouverte pour une relance durable, mais d'un côté, elle est favorable à GNL Québec, le projet de liquéfaction de gaz naturel, si le projet est carboneutre. Du côté de Québec solidaire, on propose un impôt de pandémie pour les grandes entreprises qui profitent de la crise. Et le projet d'application de recherche de contact du MILA crée tout un émoi. Donc ici, on parle de privatisation des données publiques et personnelles. Puis, en fait, Québec solidaire demande de ne pas avoir de décision sur le traçage de la COVID-19 sans débat public. Avec le Parti québécois, ils exigent que les compagnies aériennes remboursent leurs clients. Et finalement, au PQ, la course sera relancée le 5 juin, donc il y aura un nouveau chef en octobre. Et Gaudreault demande un plan Marshall du 21e siècle. Alizé, qu'est-ce que tu penses du paradoxe Anglade? Développement durable, mais gaz naturel liquéfié. Pour de vrai, je me l'explique mal. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu... dans le dernier mandat du Parti libéral du Québec, c'était le « en même temps ». Puis on a vu ça aussi avec le Parti libéral au fédéral. C'est qu'on essaye de danser sur les 2 pieds en même temps, ou c'est ça, on a les 2 pieds sur 2 chaises différentes, puis ça tangue. Moi, ce qui me dérange encore plus, là, c'est que je pense qu'il y a un consensus que le projet GNL, ça concerne les énergies fossiles. Puis, sachant qu'on va aller dans une transition, les énergies fossiles, c'est aller sur le côté. Tu sais, on a plein d'argent à investir pour aller devant. Puis là, on part à droite, à gauche. C'est ça. Puis l'affaire aussi, moi, ce qui me dérange encore plus, c'est que, tu sais, le Parti libéral a été au pouvoir 4 ans. Puis il y a tellement de choses qu'ils auraient pu faire. En fait, je les ai trouvés vraiment absents sur cette question-là. Moi, Pendant qu'il était au gouvernement. Mais oui, mais j'ai beaucoup d'affection pour Carlos Letao, mais je sais qu'une fois, à une conférence de presse, il a dit on va pas commencer par favoriser l'environnement par rapport à l'économie. Bon, je pense pas qu'il leur dirait aujourd'hui, mais c'était il y a pas si longtemps que ça, puis je trouve que ça sonne vraiment très mal. Tu sais, il y avait les moyens, en fait, il y avait la marge de manœuvre pour prendre des décisions qui allaient être aussi bold que les défis, tu sais, à la grandeur des défis, en fait, qui nous attendent, puis ils l'ont pas fait. Ils ont été très timides, justement, pour pas déplaire. Puis aujourd'hui, ça leur revient dans la face, parce que moi, je pense que, malheureusement, Dominique Anglade, elle a pas de crédibilité quand elle dit ça. Là. Surtout, je suis allée voir la lettre, là. La fameuse lettre, c'est une lettre d'intention, en fait. Il y a rien de concret, là.
Mais moi, en tout cas, j'aimerais ça te poser une question, Izzy, parce que quand je t'écoute parler, je pense que ça fait comme c'est le deuxième podcast qu'on fait. Et genre, je pose une question, tu réponds si tu veux. Moi, quand je t'entends parler, je sais pas, j'ai l'impression que tu corresponds, mettons, plus à Québec solidaire qu'au Parti libéral. Je sais pas si je suis le premier qui dit ça. Puis genre, est-ce que je suis capable de penser ça ou... Mais c'est mais c'est parce qu'en fait ben c'est ça. Tu sais, moi je porte vraiment le Parti libéral du Québec dans mon cœur pour des valeurs fondamentales, mais je pense que tu sais définitivement si les partis à l'Assemblée nationale pouvaient s'inspirer d'autres partis pour faire leur plateforme écologique, ben ça serait clairement le PQ puis Québec solidaire. Ça, je veux dire, même Québec solidaire, en tout cas moi je pense qu'il pourrait aller encore plus loin. Puis c'est ça. Ouais. Parce que toi, t'es très quelqu'un d'environnementaliste, puis en fait, c'est ça qu'il faut. Moi, tout, je suis très pro-environnement, puis il faut la faire, cette transition énergétique-là. Puis surtout, dans le contexte actuel où il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui va s'investir dans les prochains mois, prochaines années. Puis comme tu as dit, un peu juste pour, mettons, renchérir sur GNL Québec, moi, j'avais fait un travaux dans un de mes cours là-dessus, puis c'est un projet d'énergie fossile qui est très, très polluant, qui est très big. Puis moi, je pense que quand Dominique Anglade dit ça là-dessus, c'est très au niveau politique, elle veut pas se faire d'ennemis, fait qu'elle veut pas être contre, elle veut pas trop dire qu'elle est pour, elle est un peu entre les deux. Parce que les libéraux, je pense qu'au Québec, ils ont vraiment l'image d'un bon parti bon sur l'économie. Puis, tu sais, GNL Québec, c'est énormément d'emplois, mettons, au Québec. Fait que, tu sais, ils veulent pas se mettre ça à dos, mais en même temps, pour l'environnement, puis Anglade, elle voulait peut-être amener ça à un nouveau côté plus environnement, puis tant mieux, je suis bien content d'entendre ça. Fait que là, t'es un peu comme pris entre les deux, j'ai l'impression. Puis moi, j'étais un peu déçu de ça parce que je suis un peu comme oui, mais je veux pas je veux pas les environnementalistes à dos. Fait que je suis un peu déçu de ça, mais je peux comprendre au niveau politique, mettons, d'un point de vue libéral. Mais en fait, c'est trop peu, trop tard, tout simplement. Ouais. Mais est-ce que, tu sais, je pense aussi que le Parti libéral se trouve à une drôle de place en ce moment sur l'échiquier politique parce que ils ont toujours été les champions de l'économie. Ils avaient une identité qui leur appartenait. Puis avec l'arrivée de la CAQ, qui est maintenant, j'allais dire, qui est plus crédible qu'avant, mais en fait, gouvernement, là, c'est plus difficile de tenir cette position-là. C'est comme s'ils étaient plus challengés sur ce qui faisait que les gens décidaient de voter pour eux. Ils sont challengés sur leur propre... sur ce qui véhiculait comme étant leur identité. Fait que, est-ce que c'est de l'électoralisme d'essayer d'aller un peu partout? Est-ce que c'est d'essayer on va se ramasser les gens des régions qu'on a un peu perdus, mais on va encore avoir l'air du parti champion de l'économie, mais en même temps, l'air du temps, c'est d'être écologique, fait qu'on va essayer de taper un peu partout sans vraiment... C'est clair que l'objectif, c'est d'avoir des résultats partout, mais en ce moment, ça a pas l'air de tomber un peu à plat. Mais pour moi, c'est pas ça. Là. C'est pour les gens qui le savent pas. Moi, j'ai travaillé en cabinet ministériel quand le Parti libéral était au Québec. Puis je connais très bien le parti. Ouais. Je peux dire que pendant très longtemps, même peut-être que juste avant le jour des élections, tu avais des gens dans le parti qui croyaient encore que la CAQ pouvait pas gagner alors que c'était évident. Tu sais, il y avait une espèce d'arrogance qui disait, tu sais, on est là depuis longtemps puis ils étaient pas prêts. Avant, leur vie était simple. C'était dans le fond, votez pour nous, sinon ça va être la fin du monde si le Parti québécois arrive au pouvoir. Ouais, donc ça, c'est vraiment ça. Puis en fait, c'est ça, la question, c'est mais pourquoi ils font pas d'autres choses? Pourquoi ils sont pas plus verts? Mais moi, je dirais qu'ils savent pas comment. C'est les gens qui sont là, c'est des ténors. Non, mais c'est pas... Mais en fait, je comprends, mais là, qu'est-ce que moi, je sais de insight à moi, c'est qu'il y a des gens qui sont au Parti libéral, qui sont là depuis très longtemps, puis qui ont une doctrine où si ça a marché avant, ben ça va marcher encore maintenant, puis on dirait qu'ils ont ils ont de la misère à s'adapter, tu sais. Ouais. Puis Dominique Anglade est comme entre les deux, tu sais, elle est comme 50-50, elle est comme, ah oui, moi j'aimerais ça amener de nouvelles idées, mais elle est très, très aussi, c'est ça, gang de Philippe Couillard qui fonctionnait comme ça. Ouais. Ben voilà. Moi, je compte sur toi, Alizée, pour changer ça. Puis que rendre le Parti libéral plus vert. Parce que c'est nécessaire pour la planète Terre. Etc. C'est quand même spécial aujourd'hui, c'est que on a des gens qui sont très haut placés dans les partis ou dans la société en général. Puis c'est des gens qui parlent encore, genre de, je sais pas moi, la guerre de Corée, là, ou qui est comme... Tu sais, c'est des gens que leur mémoire contient des choses qui se sont passées comme il y a 60 ou il y a 50 ans. Autant que nous, ce qui se passe dans notre vie en ce moment, c'est la COVID. Fait que,
est-ce que c'est des gens qui sont... d'un certain point de vue, c'est bien d'avoir tout ce bagage-là, mais il faut essayer de réfléchir avec des référents qui sont modernes et non pas les référents qu'on avait il y a 50 ans aussi. Ouais. Ça évolue vraiment extrêmement vite, notre économie, le monde, notre façon de vivre. Il faut vraiment s'adapter à ça. Puis nous autres aussi, inquiète pas, LP, quand on va avoir 80 ans, on va en avoir des vieilles mentalités conservatrices. C'était ma fête hier, là, j'ai 31 ans, là, puis je chiale déjà comme un vieux. Là, ouais, moi, tout des fois, ça m'arrive. Là, je m'écoeure à m'entendre parler des fois. Mais, moi aussi, tu m'écoeures. Mais pour vrai, tu sais, tu te poses, je pense que tu te poses trop de questions. Tu te demandes pourquoi ces personnes-là, on dirait qu'ils vivent comme si on était encore dans les années 60. Mais en fait, je pense que c'est des gens qui... En fait, ils connaissent rien d'autre. c'est aussi simple que ça. C'est méprisant, ça. Non, mais c'est parce que quand on leur dit « Avez-vous des nouvelles idées pour le Québec? » Il n'y a pas vraiment de nouvelles idées. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a de la misère à faire la transition climatique parce que c'est pas propre. C'est pas propre au Parti libéral du Québec. C'est quand on demande aux gens, qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser notre empreinte carbone au Québec? C'est là, on a déjà Hydro-Québec, puis on va mettre des voitures électriques. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, mais c'est ça. Il y a pas on dirait qu'il n'y a pas le knowledge de base ou l'innovation qui vient avec. Là. C'est un peu décevant. C'est une compréhension du monde là, qui est vieille. Fait que c'est pas qu'ils veulent pas là, ou quoi que ce soit. Là, c'est que c'est la façon qu'ils ont appris à réfléchir date d'une autre époque. Puis moi, l'affaire et tout, c'est que moi, je me posais exactement cette question-là. Puis j'en avais parlé à des gens plus âgés, des grands-parents, ou des pères, carrément des parents de mes amis. Puis j'ai découvert un peu que ce monde-là, eux autres aussi, ils se sont déjà fait dire dans l'histoire ou dans leur vie, au courant de leur jeunesse, de leur adolescence, ou quand il y avait 30-40 ans, qu'il fallait faire attention à l'environnement. Mais qu'au courant des années, ils se sont continuellement comme fait dire ça, puis ils ont continuellement comme pas trop agi, puis ça n'a jamais rien fait de catastrophique, tu sais. Genre, nous autres, on le voit vraiment comme si on fait rien, ça va être la mort, puis on va frapper un mur. Mais eux autres, on leur disait la même chose, puis ils l'ont pas frappé le mur. Fait qu'eux autres, ils arrivent à un stade, check, on dit ça depuis 40-50 ans, puis il se passe rien. Pourquoi, là, aujourd'hui, ce serait pire que ça? En tout cas, moi, c'est l'argument que j'entendais gros, puis je peux comprendre que ça a pu jouer dans leur tête. Rendu là, c'est pas pour autant, pour moi, un argument de statu quo, puis de dire, OK, je vais rien faire, parce que là, 50 ans, on disait la même chose, puis c'est rien passé. Il y a quand même des études scientifiques qui sortent, puis que si on fait rien, on va être dans la grosse merde bien comme faut. Puis que justement, là, il faut profiter de la crise pour investir dans des énergies vertes. Fait que moi, j'espère que le Québec va faire ça, puis que le Canada va faire la même chose aussi. Parlons justement du Canada. Donc, sur ce palier-là, Justin Trudeau annonce 2,2 milliards de dollars pour soutenir les municipalités qui ont des problèmes de liquidité. Sinon, la Défense nationale ne veut rien savoir sur un prolongement d'aide en CHSLD, malgré la demande de Québec. L'armée fait un rapport troublant sur les maisons pour aînés en Ontario et au Québec. Sinon, le NPD, le Parti libéral et le Parti conservateur demandent la subvention salariale d'urgence, ce sur quoi le Bloc s'insurge. Le déficit fédéral grimpe à 260 milliards et en fait, en date d'il y a tout juste un mois, le 30 avril. Et puis, les remboursements de billets d'avion annulés, Trudeau ne s'engage à rien. Jay, est-ce que l'armée devrait pouvoir rester, aider les provinces qu'il demande? Je connais pas 100% de tout ce qui est militaire et armée, mais une chose que je sais, c'est que toutes les provinces la payent, donc le Québec a payé pour cette armée-là en partie. Plus là, il y en a qui vont dire c'est ironique parce que t'es souverainiste, puis blablabla, puis tu devrais... Mais genre, reste que en ce moment, le Québec, malheureusement, ok, c'est pas un pays, puis on paye des taxes puis des impôts fédéraux, ce qui fait que l'armée canadienne nous appartient en une certaine partie, ok, en fraction. Puis ce qui fait que quand on a besoin d'eux, c'est juste normal, puis c'est légitime de demander cette aide-là, surtout quand il est question de sauver des vies dans les CHSLD. Moi, je pense qu'il y a une des missions premières des soldats puis de l'armée en général, c'est de sauver des vies, puis que si c'est pas pour aller à la guerre dans un autre pays, puis que si actuellement l'enjeu se situe au niveau des CHSLD, je pense que c'est complètement légitime de demander cette aide-là. Je pense que le ministre de la Défense il est comme un peu pris en deux de OK, c'est pas censé être leur rôle techniquement, mais tu sais, en même temps, genre en ce moment, si le gouvernement du Québec est à ce point collé au mur pour demander l'aide de l'armée canadienne pour carrément mieux gérer les CHSLD au Québec,
On ne devrait pas en être gêné, puis ça devrait même pas être une question. S'il y a des vies à être sauvées, il faut tout faire pour les sauver. Fait que ça devrait... Moi, je trouve ça quand même vraiment insultant que le fédéral soit comme non, débrouillez-vous par vous-même, alors que l'armée canadienne, on la finance en partie, puis elle nous appartient en partie, puis ça devrait juste être normal. Puis ces vies-là à sauver, il faut pas les négliger. Puis combien de fois on a dit... Man, genre, il y a des vies qui c'est mal géré, puis c'est mal chier le système au Québec, puis il faut réformer ça. Mais il faut aussi, à court terme, trouver une façon de régler le problème. Puis si ces vies-là peuvent être sauvées via une aide au niveau de l'armée, ben, il faut vraiment la saisir puis en profiter. En espérant que la formation accélérée pour les préposés en CHSLD va fonctionner, puis qu'on aura beaucoup de gens pour justement prendre cette place-là. Ouais. Sinon, je pense que Jay aussi, tu étais un peu insulté par la question des billets d'avion. Là. Est-ce que ça te touche personnellement? Ouais, ben moi, c'est ça l'affaire, c'est que ça me touche personnellement. Moi, c'est que moi, je suis censé partir au Pérou le 5 juillet. Puis là, en ce moment, on est le 2 juin. Ce qui fait que dans une coupelle de jours, je suis censé partir, puis je pourrais pas partir. Puis actuellement, ben, j'ai toujours pas eu de remboursement. J'ai appelé. Moi, j'ai fait affaire avec Aéromexico, tout ça, pour faire une petite histoire vite de mon cas personnel. Puis bref, j'appelle. Sur le site internet, ça dit que il y a accès à des remboursements. J'appelle, je fais des démarches. Puis là, ils me disent ben non, désolé, il n'y aura pas de remboursement. Ça va être un crédit voyage. Puis là, je pense que t'as comme 8 mois pour comme restituer un voyage. Puis en dedans de 8 mois, j'ai même pas la certitude que je vais pouvoir voyager. Puis en plus, il va falloir que je paye la différence du billet d'avion. Fait que, en tout cas, c'est vraiment plate. Puis de voir que le gouvernement Trudeau a pas l'intention d'agir là-dessus, ben pour moi, ça me dit juste que j'ai bien fait de pas voter pour ce parti-là à l'élection 2019, puis que je vais certainement pas voter pour le Parti libéral du Canada aux prochaines élections. Mais Toi, attends, Lisa, mais... t'avais-tu des plans voyage? Ouais? Non, j'avais pas de plan. Ben oui, moi, en fait, j'étais censée partir au Mexique la semaine où la pandémie s'est déclarée, fait que j'ai dit on va laisser faire. Ça, c'est mon histoire personnelle à moi. Ouais. Fait que c'est ça. Mais l'affaire, là, c'est que je me demande, tu sais, je suis pas avocate, là, mais je me demande à quel point le gouvernement fédéral peut agir sur une compagnie privée à l'étranger. Je comprends pas ça m'échappe. Puis l'autre affaire aussi, c'est que, tu sais, un peu comme les organisations culturelles ont demandé à leurs clients de pas réclamer un leur dû. Puis plutôt considérer ça comme un don, tu sais, c'est un peu ça pour les compagnies aériennes aussi. Là. Je sais que c'est pas, tu sais, c'est une comparaison qui est vraiment peut-être boiteuse parce que c'est pas le même domaine, mais tu sais, Jérémy, c'est pas à toi que je vais expliquer que ces compagnies-là, ça peut vraiment les mettre dans le trouble. Qu'on a Air Canada, tu sais, qui s'ils commencent à rembourser tout le monde, là, ça va vraiment les impacter. Puis il y a d'autres emplois qui vont se perdre, tu sais, on veut pas ça. Ouais, mais en réponse à ça, moi je te dirais qu'en Europe et aux États-Unis, ils ont remboursé les clients. Puis les compagnies d'aviation européennes et américaines sont un peu dans la même situation que celle du Canada. Or, celle du Canada n'agit pas envers ses clients comme les compagnies d'aviation américaines et européennes le font avec leurs propres clients. Fait que c'est comme... Ouais, mais Air France, mettons, tu sais, tu parles de l'Europe, mais je pense à Air France, ça appartient pas en partie au gouvernement français? Ça, je suis pas au courant de ça. Parce que c'est ça, je me demande. En tout cas. Mais oui, genre, je veux dire, toi puis moi, on n'est pas décalés dans ce sujet-là. Puis là, c'est sûr, je fais mon soin qui chiale, puis blablabla. Puis en certaines parties, comme toi, je suis même pas sûr que le gouvernement du fédéral a tant que ça le pouvoir de décider de qu'est-ce qu'une entreprise privée va faire, surtout quand cette entreprise privée-là est même pas canadienne. Je veux dire, moi, j'ai fait affaire avec Aéromexico. Par contre, moi, je me dis que la compagnie soit locale, canadienne, ou bien mexicaine, ou de n'importe quel autre pays, si elle vend un produit ou un service à un Canadien, donc au Canada, ben elle peut comme... en fait, elle doit se plier aux règles puis aux lois canadiennes. Ce qui fait que si le Canada fait une loi ou change quelque chose à la dernière minute pour ces Canadiens-Canadiennes, ben ça devrait les affecter. Mais rendu là, c'est vraiment au niveau du droit, c'est vraiment genre un domaine que je contrôle pas. Puis moi, je fais juste comme chialer, puis j'espère que je vais pouvoir me faire rembourser. Mais au pire, je me dis, check, j'aurais perdu 700$, puis 700$ dans une vie, c'est quoi? Hein? Fait que, mais bon. J'espère vraiment que je vais me faire rembourser. Justement, Jay, en parlant de réglementation fédérale, en 2018, le fédéral a passé à travers un projet de refonte des règlements en termes de transport aérien là, pour protéger les voyageurs.
Puis là, on est rendu au moment où c'est pas mal la première fois où est-ce qu'on serait rendu à en parler, c'est le temps de prendre une action, puis là, on dirait qu'on rate un peu notre chance. Dans les nouveaux règlements, c'est indiqué que les transporteurs ils doivent accepter de rembourser en argent si les gens veulent. Donc, en tout cas, mais là, supposément, dû à des conditions exceptionnelles, ça marche plus. Ouais, toujours ça. Tu sais, ultimement, c'est bien plate là, pour des compagnies puis tout, mais tu sais, je veux dire, c'est un peu ça le challenge aussi du capitalisme, là, c'est si tu décides de faire affaire dans un pays puis de vendre un produit, faut que tu sois conscient qu'il y a des risques qui sont associés à opérer ta compagnie. Puis tu sais, il y a bien du monde qui vont payer ce prix-là, mais les compagnies aériennes sont tenues à un autre niveau, j'imagine, parce qu'ils ont des gros lobbies, peut-être, ou parce que... Hey, pour vrai, là, je vous entends parler, puis tu sais, Jérémy, tantôt, tu m'as demandé, Alizé, je pense que t'es plus QS, là, mais pour vrai, je suis vraiment pas d'accord avec vous, tu sais. Je pense que c'est pour ça que je suis plus libérale, là, pour... Non, mais c'est parce que, tu sais, mettons, là, t'achètes une tondeuse au Home Depot, tu vas-tu demander au gouvernement de légiférer pour ta tondeuse qui s'est pétée pendant que tu as essayé de la faire marcher? Genre, je comprends pas. C'est pourquoi ça serait différent que les compagnies aériennes. Si ma tondeuse fonctionne puis qu'elle est encore sous garantie, ou que, tu sais, je veux dire, s'il y a un règlement qui existe sur ma tondeuse puis que le Home Depot veut plus me rembourser, ben si le gouvernement me dit que le Home Depot devrait me rembourser, c'est ça qui devrait arriver, tu sais. Mais en tout cas, moi, je pense qu'à ce moment-là, il faudrait que tu portes une plainte, tu sais, par exemple, à l'Office de la protection du consommateur. Là, puis je pense que c'est ça le mécanisme. Là, mais, tu sais, je suis pas avocate, je suis pas juriste. Donc mais moi, mon point, c'est juste de dire, comme, check, en ce moment, là, on est comme tout dans le marde individuel. Là, on l'est moins parce qu'avec la PCU, on nous aide financièrement, le gouvernement nous aide. Mais genre, tu prends ça, mettons que ça n'existe pas. Tu as une compagnie envers laquelle on a payé. Moi, j'ai payé 700$ pour un voyage dont je ne pourrais pas bénéficier. Je ne pourrais pas voyager à cause de la crise. Est-ce que je peux avoir accès à une espèce de remboursement, blablabla? Puis là, comme LP dit, ben genre, c'était comme dans la loi, genre, ils sont comme obligés de faire un remboursement si je peux pas voyager. Fait que oui, genre, d'un sens, la compagnie privée puis tout, mais quand même, en ce moment, chaque individu manque un peu d'argent. Pas manque d'argent, mais comme, on est tous comme... à sec, on est tous comme sur le bord, borderline, parce que moi je travaille pas depuis mars, puis tu sais, je survis comme, tu sais, c'est ça, je survis carrément avec la PCU, là, puis j'arrive, je fais mes petites affaires, mais c'est juste bad qu'une grosse compagnie qui fait des profits à coups de milliards à chaque année, on fasse comme, ben non, mais faut pas qu'elle nous rembourse parce que genre elle va tomber sa faillite puis tout. Surtout quand tu la compares à l'international, les mêmes compagnies de ce genre-là, autant européennes qu'américaines, eux autres ils remboursent leurs clients. Genre je pense que c'est beaucoup plus primordial d'aider les clients qui eux font peut-être des salaires de 40-50 000 par année par rapport à aider des compagnies qui font des milliards de profits à chaque année. Moi, je le vois plus comme ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, s'il y a une famille, mettons 2 enfants, qui allaient partir en voyage avec une facture de 10 000 $, puis que les 2 parents ont perdu leurs emplois, bien, c'est sûr que, tu sais, s'ils peuvent avoir plusieurs mois d'hypothèque de payer, puis d'assurer, puis pas perdre leur maison, ça, je suis 100% d'accord avec toi, par contre. Fait que toi, tu le vois plus au niveau parce que dans mon cas individuel, c'est pas si grave que ça. C'est pas si grave que ça. C'est sûr que. Je dirais pas. Non. Ben, mais... non, mais c'est pas ça que t'as dit, là. Parce que je veux pas généraliser comme ça, mais c'est sûr que là, on peut prendre des cas plus graves, des cas moins graves, mais si on essaie de généraliser, moi, je vois plus comme t'as un particulier qui fait pas des profits à coups de milliards, puis t'as une compagnie qui fait des profits à coups de milliards, laquelle t'as envie d'aider en premier, puis laquelle va être le plus utile pour ton économie. Puis. C'est ça, genre, ouais. Non, j'accepte. Pour de vrai, c'est une bonne remarque que tu as fait, que peut-être que moi, ben, tu sais, j'ai la chance de pas avoir de problème financier parce que j'ai gardé mon emploi, fait que peut-être que je me mets moins bien à la place de gens qui ont moins d'argent en ce moment. Ça, je prends la critique, je vais méditer là-dessus. Je suis pas sur le bord de mourir non plus, puis je mange pas des ramen 4 fois par semaine non plus. Tu sais, je suis capable de me débrouiller, mais c'est juste que, mettons, je pense pas que parce que je suis capable de survivre, puis de plus que survivre, puis je suis capable de vivre, que pour autant, c'est légitime de, OK, ben check, tu vas perdre 700$, puis vu que ça te met pas dans la marde, ben check, c'est correct que tu perdes. Je pense pas qu'il faut le voir comme ça, je pense plus que, genre, c'est ça, comme j'ai dit, t'as une entreprise, t'as un particulier, puis qu'on devrait chercher à défendre en premier. Mais c'est vraiment touché à travers ça des lobbies, puis je maîtrise vraiment pas tout ce domaine-là. Puis moi, j'espère juste que d'ici comme une trentaine de jours, ça puisse changer. Ben sinon, j'aurais juste perdu 700$, puis ça va être un malheureux souvenir, mettons.
si ça vous embête pas, on va aller aux États-Unis. Ah Puis ouais, je ah pense que ouais. ça va être un assez gros sujet. Tadam. Ouais, c'est ça. Donc, on va y aller. Fait que, premièrement, ben, Trump, il coupe les ponts avec l'Organisation mondiale de la santé, alors que New York annonce un déconfinement partiel. Bon, sur Twitter, maintenant, la plateforme étiquette les tweets de Trump qui violent les règles de la plateforme. Donc, en réaction, Trump signe un décret pour nuire aux médias sociaux. Ça, c'est drôle. Mais ironiquement, le décret limite leur protection légale, ce qui va favoriser encore plus le blocage des tweets qui pourraient être haineux, qui pourraient pousser les gens à la violence ou quoi que ce soit du genre, donc les tweets de Trump. I can't breathe. George Floyd, un Afro-Américain en état d'arrêt, est assassiné par des officiers de la police de Minneapolis. Les 4 policiers sont licenciés après le partage d'une vidéo montrant l'arrestation. Soir après soir, des émeutes éclatent dans plusieurs villes américaines. Des manifestations dans plusieurs pays, dont ici au Québec. Certains corps policiers se joignent aux manifestations pacifiques. Biden promet de lutter contre le racisme institutionnel. Et Trump, de son côté, disant trouver les gouverneurs trop mous lors d'un appel avec eux, les menace d'envoyer l'armée pour mettre fin aux émeutes. Alizée, comment tu as vécu cette semaine-là? C'est compliqué comme semaine. Ouais. Bon. Mais pour ceux qui me connaissent pas, ben c'est ça. Moi, je rentre dans la catégorie minorité visible. Mon père est d'origine camerounaise. C'est un pays en Afrique. Puis ma mère est française. Donc, mes 2 parents, c'est des immigrants. Puis c'est drôle, hein, parce que, tu sais, c'est ça. Moi, je suis à 50% noire, à 50% blanche, mais tous les jours, il y a des gens qui me rappellent que je rentre dans la catégorie plus noire, alors que je suis exactement chacun des deux. Puis, De quelle façon, ça, à peu près? Comment ça se fait, ça? ben, la deuxième question qu'on me pose généralement quand on me rencontre après, c'est ça, comment tu t'appelles, c'est tu viens d'où? OK. Mais c'est ça, tu sais, je suis née au Québec, puis c'est l'histoire de ma vie, ça. Hein? C'est quand je me promène au centre d'achat avec ma mère, c'est... Ah, t'as-tu été adoptée? Ah ouais, tant que ça? Ah, c'est ça, c'est... Donc, tu sais, même si moi, je m'identifierais pas particulièrement à la catégorie de femme noire, ben c'est l'étiquette qu'on me donne tout le temps. Mm-hmm. Puis je suis confortable avec ça, parce que ça c'est aussi une partie de moi. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Mais il y a une charge mentale qui vient aussi avec ça, je pense. Ouais. En fait, c'est ça, Ouais. j'ai beaucoup de choses à dire, je sais pas par où commencer. Tu sais, déjà, il faut comprendre que... tu sais, il y a des gens qui pensent que si les émeutes ont été aussi explosives à Minneapolis, c'est parce que il faut comprendre que Minneapolis, en fait, c'est une ville qui est très, très ségrégée économiquement parlant. Il y a clairement une grosse différence entre les Noirs et les Blancs, du point de vue économique. Puis, comme on le voit de plus en plus, ben, ces minorités-là sont plus touchées par la pandémie. Donc là, tu as des gens qui ont perdu leur emploi, peut-être qu'ils doivent faire 2 heures toutes les semaines pour aller à la banque alimentaire, aller s'alimenter. Puis là, ils voient un cas de brutalité policière, c'est que c'était comme un cocktail explosif, tu sais. Ouais. Mm-hmm. Puis, tu sais, en tout cas, tu sais, toute la semaine, on a parlé comme quoi on était moins pire qu'aux États-Unis. Mais je pense vraiment que le Québec peut apprendre de ça dans le sens où, quand on marginalise les gens, on crée de la pauvreté. Puis là, c'est là que ça m'interpelle, tu sais, c'est parce que moi, je crois que il y a un problème de racisme systémique au Québec. Puis, je pourrais vous raconter des anecdotes de pendant 1 heure de choses que moi, j'ai vécues personnellement. Puis, l'affaire, en fait, ce que les gens ont de la misère à comprendre, c'est que tu sais jamais d'où ça vient. En fait, la personne qui est raciste avec toi, tu le sauras peut-être pas, mais c'est peut-être ton voisin. C'est peut-être la personne qui t'a pas donné un loyer, mais le problème, c'est que c'est pas écrit sur ton front. Puis, t'as aucun moyen de te prémunir de ça, puis c'est comme pire quand l'État dit que ton problème n'existe pas.
parce qu'il dit qu'il n'y a pas de problème de racisme systémique. Tu sais, je peux vous donner un exemple, là, parmi tant d'autres. C'est moi, une fois, quand j'étais plus jeune, j'étais serveuse dans un bar, puis une fois, j'ai vu une petite annonce sur Kijiji. Puis, j'appelle, puis je demande comment ça se passe pour les pourboires. Parce que moi, je suis censée être au bar. Puis, on me dit, oui, tu sais, dans le fond, on partage, il y a un ratio. Mais tu sais, t'inquiète pas, là, je suis sûre que tu vas te faire ton cash, à moins que tu sois pas chanceuse ou à moins que tu pognes une table, mettons, de noir. Puis là, moi, je suis là comme, oh, qu'est-ce que je viens d'entendre? Qu'est-ce que je viens d'entendre, mon Dieu? Puis, tu sais, là, je continue, je me dis, comment ça? Il me dit, tu sais, là, des fois, elles sont cheap, comme ils font chier les serveuses. Mais tu sais, on n'en a pas de temps parce qu'on fait beaucoup de triage à l'entrée. Je suis là comme, wow. Tu as-tu craché dessus, juste pour le fun? Non, mais c'était au téléphone. Ok, c'est pour ça. C'était des petites annonces, j'ai appelé. Mais c'est pour ça qu'il m'a dit ça. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là, là, tu sais, si j'étais allée au restaurant puis que j'étais allée porter mon CV, j'aurais pas su qu'il m'aurait pas engagé parce qu'il y avait visiblement un biais envers les personnes noires. Ouais. Puis, tu sais, je pense que qu'est-ce qui se passe à Montréal en ce moment, c'est que t'as plein de gens comme moi qui sont en train d'expliquer que on est en train de struggle, puis les gens nous croient pas. Tu sais, c'est... En fait, c'est ça, c'est tous les jours, tu vas avoir ce qu'on appelle des micro-agressions. Tu sais, c'est que tous les jours, on va te dire, on va te rappeler que tu rentres pas dans l'archétype du Gaétan Tremblay. Puis de l'autre côté, on va te dire, vous avez juste à vous intégrer. Dans le fond, les mêmes personnes qui disent qui sont susceptibles de dire que tu vas pas t'intégrer, c'est les mêmes personnes qui sont susceptibles de dire que t'es différent, tu sais. De t'empêcher de t'intégrer. Ouais. Puis, tu sais, l'affaire aussi, là, c'est que on dit au Québec que nous, on a de la chance, c'est pas comme les États-Unis, mais moi, je pense que pour vrai, il y aurait peut-être pas tant de différence avec les États-Unis, tu sais, si on n'avait pas de filet social, dans le sens que les inégalités seraient plus marquées. Puis, on met beaucoup aussi d'importance, on met aussi tout le fardeau des minorités pour se sortir de leur précarité financière, dans le sens que une minorité, si elle a la difficulté à trouver un emploi payant, puis qu'elle demande, mettons, de l'aide sociale, on va lui dire qu'elle travaille pas assez fort, mais jamais on va dire que on l'a pas engagée parce que on a un préjugé systématique comme quoi les immigrants sont moins vaillants. Puis ça, je l'ai entendu déjà. Mais ça c'est grave, puis en soi, c'est illégal constitutionnellement. Puis c'est le même problème qu'avec le féminisme. Mettons qu'on n'engage pas une femme parce qu'on pense qu'elle va peut-être tomber enceinte dans les 2 prochaines années, puis là, ça va coûter cher pour l'employeur. Puis ça, c'est toute forme de ne pas engager sous forme de couleur de peau, de sexe, de religion ou de conviction politique, c'est illégal. Puis c'est tough de savoir quand quelqu'un le fait parce qu'il le dira pas. C'est ça qui est tough. C'est ça qui est tough à gager. Puis c'est difficile à prouver, fait que c'est difficile à savoir. Mais, tu sais, je comprends ce que tu dis, mais ça excuse pas que... Non, vraiment pas. On doit pas reconnaître qu'il y a un problème que tu sais jamais de quel bord, tu sais, ça va venir. Là. Ouais. Moi, j'ai fait... Ce qui est difficile... Oui? Vas-y. Ce qui est difficile aussi, c'est que, tu sais, en tant que personne non racisée, moi, j'ai... Tu sais, c'est difficile quand tu es la personne qui va prendre une décision, que ce soit moi, que ce soit quand on dit « Ah non, il n'y a pas de problème systémique au Québec », c'est qu'on essaie de faire une observation, mais on dirait qu'on n'écoute pas. La personne qui est capable de nous dire s'il y a du racisme, c'est la personne qui en souffre. C'est peut-être pas la personne qui ultimement fait partie du groupe qui en fait subir. Oui, ok, peut-être. Mais, non, mais c'est parce que je pense pas que, tu sais, ça empêcherait pas... En fait, c'est quoi? Oui, je suis d'accord avec toi que, en ce moment, on nous écoute pas. Puis que, on dit que... En fait, on est en train de dire aux gens qui sont racisés qu'ils savent pas c'est quoi être racisé. Ouais. Tous les jours. Mais... Parce qu'en fait, en me préparant par l'émission, j'ai pensé à quelque chose, puis j'aimerais vous le partager, là, c'est que j'ai fait un petit peu une catégorisation des
du comportement, en fait, au Québec qu'on a par rapport au racisme systémique. Puis, je les ai appelées les 3 autruches parce que je pense qu'elles se mettent toutes un peu la tête dans le sable, tu sais. Dans le fond, tu as ce que j'appelle les confortables. Eux, là, c'est qu'ils veulent se rassurer puis se dire que le racisme, dans le fond, c'est toujours l'autre. Puis, dans le fond, ils ont des préjugés, mais ils s'en rendent pas compte parce que eux, le racisme, de base, c'est, mettons, le redneck aux États-Unis, tu sais. Fait qu'ils se disent, tant que je vais pas là, ben je serai correct. Puis, tu sais, j'avais un collègue avant qui, au moment de dîner, il nous a dit, ben, tu sais, Alizée, on peut pas y engager des immigrants parce qu'on sait qu'ils se forcent pas, puis, tu sais, ils ont pas le goût de travailler, puis des choses comme ça. Fait que là, Steve, quand ça va être le temps d'engager quelqu'un dans sa compagnie, il va pas le faire, tu sais. Mais il dit qu'il est pas raciste. Tu sais, après, ça, c'est vraiment particulier au Québec, là, t'as ce que j'appelle les amalgamistes. Eux, là, selon moi, ils font un lien un peu bizarre entre la reconnaissance d'un racisme systémique puis le multiculturalisme. Tu sais, c'est comme si ces gens-là disaient, ben on peut pas reconnaître un problème de discrimination parce que ça rentre dans une logique de multiculturalisme, mais c'est 2 affaires qui ont rien à voir. Puis, tu sais, souvent, là, pour vous faire comprendre ça, qu'est-ce que je vous dirais, c'est que, mettons, prenez un discours, OK, de, mettons, tu sais, quelqu'un qui va dire, ben, mettons Mathieu Bock-Côté, tu sais, qui va dire, ben, nous, on doit protéger notre nation, mais mettez-le dans un contexte ontarien. Mais, mettons, vous auriez un Ontarien qui disait, ben, nous, au Canada, on doit protéger notre culture en tant que Canadien. Ben, moi, je trouve que ça sonne très, ça sonne très bizarre, mais comme on est au Québec, on dirait qu'on l'accepte, tu sais. Puis, tu sais, l'autre catégorie, là, c'est les radins. C'est ceux qui vont reprocher aux immigrants de s'en sortir moins bien que les autres, mais qui vont leur donner moins de moyens des autres que les autres pour s'en sortir. Tu sais, qui vont leur reprocher, par exemple, d'avoir de l'aide sociale ou des choses comme ça. Fait que, tu sais, le gros problème avec ces 3 autruches-là, pour reprendre ma petite image, c'est que j'ai remarqué que elles se basent rarement sur des situations vécues. Tu sais, elles ont des idées préconçues qui sont faites à partir d'un espèce de bruit commun qu'on a dans les médias, mais c'est pas basé sur leur expérience personnelle à elles. Puis ça, c'est vraiment inquiétant. Ça veut dire que tout le spin qu'on fait autour de l'immigration qui est négatif, ben il finit par rentrer dans la tête des gens avant même qu'ils aient pu en juger par eux-mêmes. C'est un peu comme tout. Là, ça fait partie de l'éducation, de l'imaginaire collectif et tout. Puis en effet, c'est que tu peux pas combattre le fait que quand tu vas naître, tu vas être élevé d'une certaine façon. Puis si tu te fais transmettre par la bande des valeurs qui sont borderline, qui sont la description d'une de tes autruches, quand t'es en train de grandir, tu peux pas combattre ça. Tu peux juste le faire une fois que tu décides de réfléchir par toi-même, une fois que tu décides de prendre conscience de la situation, puis de ce qui se passe, puis de ce que tu as envie de penser. Fait qu'en effet, c'est qu'on peut pas dire que c'est pas un processus qui est systématisé. Peut-être qu'on peut dire que le gouvernement fait ce qu'il peut pour que... ou pas fait ce qu'il peut. Alors là, je veux plutôt dire que c'est pas le gouvernement qui perpétue volontairement ce racisme-là, mais si c'est intégré au sein de l'apprentissage puis de la pensée collective, c'est pas évident de ne jamais être touché par ce racisme-là, puis de jamais essayer de jamais se le faire inculquer, que ce soit volontaire ou non volontairement. T'sais. Puis, ultimement, faut ultimement prendre conscience de tout ça, puis le combattre une fois qu'on est capable d'être conscient de nos actes puis de nos pensées. En fait, ce que je dis, c'est qu'on a choisi initialement pas d'intégrer certains de ces comportements-là. Parce que faut que tu me donnes un exemple. Ouais, non, je comprends. Donne-moi un exemple, parce que là...
Vas-y. Disons la personne dans le bar qui disait « Ah, les Noirs, ils typent pas. » Peut-être que c'est une mentalité qui a été apportée par ses parents. Peut-être que quand il a grandi, c'est une phrase que, je sais pas, son père ou sa mère disait souvent. Puis c'est quelque chose qui lui a été inculqué à un moment où il n'était pas capable de choisir quel développement intellectuel il ferait. Puis ce que je dis, c'est qu'ultimement, quand tu deviens adulte puis que tu es rendu à prendre tes propres décisions sur ce que tu veux penser, faut qu'à ce moment-là, tu prennes conscience que tu as ces préjugés-là, puis que tu essaies de les combattre. Parce que si tu fais pas l'exercice d'en prendre conscience, puis qu'on continue à se mettre la tête dans la terre comme les autruches, tu peux pas travailler sur ces préjugés-là. Mais c'est parce que là, tu sais, je peux comprendre ce que tu dis, mais d'un autre côté, c'est un peu comme si tu déresponsabilisais l'individu par rapport à sa responsabilité dans son préjugé. Tu comprends ce que je veux dire? Dire, ben là, c'est pas de sa faute, tu sais, c'est... Ouais, mais... Mais en fait, ce que je dis, c'est que c'est pas de sa faute que tu sais, mettons, moi, j'ai 31 ans. C'est pas de ma faute que, je sais pas, moi, de 0 ou de 5 à 12 ans, peut-être qu'il y a des aspects de préjugés qui m'ont été inculqués d'une personne ou d'une autre dans mon développement personnel. Mais malgré que ce soit pas ma faute à ce moment-là, en ce moment, je suis responsable de prendre conscience de ces préjugés-là que je pourrais avoir. Mais Puis, on reproche pas aux donc, gens d'avoir peut-être des préjugés, on reproche de les garder, puis Absolument. de nier que les problèmes existent aussi, tu sais. C'est pour ça qu'il faut se sortir la tête. Tu sais, ton autruche doit sortir la tête du sable puis prendre conscience que ces préjugés-là existent. Ouais. Oui. Puis tu sais, en tout cas, si je peux rajouter quelque chose. Tu sais, elle disait, au dernier podcast qu'on avait filmé, enregistré en fait, on avait parlé du fait qu'il y a des choses, par exemple, tu sais, je sais pas si tu te souviens, on parlait de violence conjugale, puis là, en temps de COVID-19, puis moi, j'étais comme genre full abasourdi du fait qu'on parle de ça, parce que pour moi, ça faisait aucunement partie de ma réalité. Puis tu sais, c'est de quoi que je pouvais difficilement comprendre à première vue, puis qu'il fallait vraiment que je me creuse la tête, puis que je me penche sur la question pour comprendre que c'est une réalité. Mais tu vois ça, la réalité que toi tu vis, moi je la vis pas au quotidien. Ce qui fait que au début, en tout cas, là c'est différent parce que genre on en parle depuis qu'on est jeune de toute la cause raciste, puis de tout combattre le racisme puis tout, là, c'est vraiment différent, mais genre moi je le vis pas, genre je peux concevoir, je peux l'imaginer, je peux savoir c'est quoi, mais je le vis pas autant que toi. Je peux pas comme autant bien le savoir que toi, vu que je le vis pas autant que toi. Ce qui fait que genre ton point de vue, il est full intéressant, puis il est full pertinent parce que genre il est ancré dans la réalité que moi je pourrais jamais vivre de par mes privilèges de naissance que j'ai pas choisi. Je sais pas si tu comprends. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Bon, Merci de d'abord. comprendre. Oui, on s'entend. Mais, tu sais, j'aimerais juste... C'est parce que, tu sais... J'aimerais juste vraiment insister sur un autre point, c'est que en ce moment, c'est notre responsabilité collective si la commission sur le racisme systémique, par exemple, a été annulée au Québec. C'est parce que les gens en voulaient pas. Puis, tu sais, on parlait de responsabiliser les individus. Oui, c'est clair, il y a l'individu, mais il y a aussi son impact dans la société. Puis là, François Legault, encore hier, il disait qu'il n'y avait pas de problème de racisme systémique au Québec. Je veux dire, je sais... En fait, c'est pourquoi je pense pourquoi il y a autant de gens qui sont à fleur de peau puis dans les rues en ce moment, c'est parce que cette reconnaissance-là, elle est extrêmement souffrante. Puis ça a vraiment des impacts sur nos vies. Tu sais, je vais juste vous donner un exemple. Je sais pas comment on peut contredire ces statistiques-là, mais je suis allée voir, j'ai sorti une étude des commissions, c'est la commission des droits de la personne, je pense. Puis, mais des études comme ça, vous allez en trouver plein, là. Ça dit toute la même chose, c'est que en gros, là, si tu fais partie d'une minorité visible, mais que tu es né au Canada, tu vas quand même avoir un taux de chômage plus élevé que quelqu'un qui fait pas partie d'une minorité visible.
peu importe que votre niveau d'éducation soit du secondaire ou universitaire. Il y a à peu près 5% de différence entre le gars avec qui vous étiez à l'université, qui était dans votre cours, qui est noir, puis vous, dans votre taux de chômage. Vous avez le même diplôme, vous avez passé le même cours. Mais ça, c'est... Oui. Mais ça, pour moi, c'est pas l'expression davantage des inégalités sociales qui sont justement existantes. Genre, pour moi, quand tu me dis ça, c'est... Ils ont le même diplôme, mais parce que t'es issu d'une minorité visible, t'es davantage discriminé, parce que dans le fond, t'as un plus haut taux de chômage. Ton risque d'être au chômage est plus élevé que celui qui est natif du Québec. Ce qui fait que... En tout cas, ça, je veux dire... Mais vous avez le même diplôme. Vous avez le même diplôme. Puis ça, c'est autant vrai pour, mettons, une femme par rapport au gars, ou comme une salaire de femme par rapport à un salaire d'homme, puis genre, c'est frustrant, puis ça n'a pas lieu d'être. Puis c'est justement la preuve qu'il y a une forme de, mettons, d'inégalité sociale. Et c'est vraiment la preuve qu'on part pas du même pied d'égalité dans la vie. Genre, toi puis moi, mettons, juste le fait que tu sois une femme, puis 50% blanche, 50% noir, puis pas moi, ben genre, ça fait que, même si on est deux humains de la Terre, ben... Dans la société dans laquelle on grandit au Québec, malheureusement, ça nous place pas sous le même pied d'égalité. Ça veut pas dire qu'on peut... Tu sais, moi, si je fais rien pour me botter le cul, puis toi, tu te bottes vraiment le cul, ben ça se peut que dans la vie, mettons, tu finisses hiérarchiquement plus haut que moi. Mais quand même, ça fait qu'au départ, on part pas du même niveau d'égalité. Puis ça, c'est justement l'expression d'un problème sociétal qu'il faut régler. Mais je pense que c'est aussi une question de... En tout cas, pour moi, c'est pas juste le point de départ. C'est parce que si on a un racisme qui est, comment on l'appelle, systémique, c'est que c'est pas juste une question de quelqu'un part avec plus d'avantages que l'autre, c'est que quelqu'un va se faire rabaisser systématiquement au travers de sa vie, tu sais. Fait que c'est pas juste comme si à Monopoly, tu commençais avec 5000 puis moi je commençais à 500. C'est comme si à Monopoly, quand moi, c'est le temps que je paye tout le temps 15% de plus, puis toi, tu payes le montant normal. Ouais. Est-ce que tu avais d'autres points à passer sur ce sujet-là, Alizé ou Jay? Ben, moi, la seule chose que je peux dire, par rapport aux manifestations, mettons, aux États-Unis, j'espère que ça va foutre la merde, puis ça va coûter cher en crise, parce que justement, ça va pouvoir donner une grosse leçon aux Américains, puis genre, mettons, c'est comme vraiment frustrant de voir Trump qui a aucunement réagi à ça. Puis qui a l'air à s'en foutre bien raide, puis il est comme juste comme, ben si vous continuez, ben moi je vais faire envoyer l'armée, puis vous allez essayer de vous débrouiller avec ça. J'espère que, tu sais, ils ont vandalisé des postes de police, des bijouteries, genre ça brasse vraiment, mais vraiment gros, puis j'espère que ça va continuer à brasser comme ça, justement pour espérer que le message passe le plus possible, mettons. En fait, je vois pas pourquoi le fait que les gens font de la casse, par exemple, ouais, c'est une espèce de message. Moi, je le vois. Oui, c'est vrai que dans un monde... Ouais, ok, je comprends ton hésitation dans le sens où c'est pas l'idéal, mais moi, je le vois plus dans un sens économique, mettons, là. Tu sais, qu'il y a un gars qui a tué une personne, puis ça va peut-être coûter des millions à la ville puis à l'État. Puis juste pour ça, genre, j'espère que ça va coûter assez cher pour que la ville, puis la municipalité, puis l'État va comme dire, OK, ben là, on veut plus que ça se produise, parce que, check, niveau social, ça fout la merde. Puis même niveau économique, ça fout la merde. Jérémy, tu sais, ton intention est vraiment bonne, mais tu sais, c'est parce que ça veut un petit peu dire quelque part que si la vie du monsieur avait coûté $0, ben ça serait comme moins grave. Non, mais je le dis pas dans ce sens-là. Je le dis pas dans... Je sais que tu le dis pas dans ce sens-là. Je le dis vraiment pas dans ce sens-là. Je sais, mais pour moi, le fait de créer de la casse, c'est un incitatif économique à la ville puis à l'État pour changer les choses. Puis à ce niveau-là, j'espère que ça va avoir des effets. Mais tu sais, ça n'a pas lieu d'être. C'est sûr que ça n'a pas lieu. Ce que beaucoup de penseurs disent en ce moment, là, c'est que les Noirs, depuis des années, ils ont beau militer pacifiquement, puis moins pacifiquement, puis il n'y a rien qui bouge, puis ça fait 400 ans que ça dure. Là. Il y a cet aspect-là aussi à prendre en considération. C'est ça. Fait que, tu sais, ça pourrait comme être ultra pacifique, puis genre, OK, ben check, on se lance des fleurs, puis on espère changer les choses. Tu vas avoir un nouveau politicien qui va arriver, puis ouais, je vais changer les choses. Il va se faire aller, puis il fera rien parce qu'il va rentrer dans le moule comme les autres. Mais, tu sais, c'est plate, c'est frustrant. Puis, tu sais, des histoires comme ça, là, genre, c'est pas la première que ça arrive. Là. À chaque année, on en entend des histoires comme ça. Puis, on en parle pendant une semaine, 2 semaines. Puis après, on n'en parle plus. Puis, comme rien qui change. Fait que c'est pour ça que moi, j'espère que ça va assez brasser les choses pour qu'il y ait des vrais gestes concrets qui vont se faire aux États-Unis. Puis peut-être que ça peut même bouger les choses au Canada puis au Québec aussi. Sinon, je pense que plusieurs personnes ont lu les tweets de Trump. Moi, aujourd'hui, j'ai été faire une
une petite lecture de ses derniers chefs-d'œuvre. Je vous le déconseille parce que je pense qu'il ne faut pas donner d'attention à ce monsieur-là, mais bon, je l'ai fait pareil. Mais tu sais, c'est comme un mélange d'incitation à la violence, mélangé avec de l'autocongratulation, mélangé à... C'est vraiment Mais c'est très étrange. perturbant, mais surtout, tu sais, en fait, la démocratie a vraiment une dure semaine, là. Dans la même semaine, il y a un président qui a dit qu'il allait tirer sur des manifestants, puis qu'il essaye, en fait, de limiter, on va dire, l'expression sur les réseaux sociaux. Moi, tu sais, ça me rappelle des dictatures où, par exemple, le gouvernement coupe le courant juste après des élections pour éviter que les gens se réunissent pour manifester, là. Ça fait peur un peu. On est comme plus vraiment surpris avec lui, mais tu sais, c'est un parallèle qui est super inquiétant, là. Tu sais, en fait, c'est digne d'une dictature, là, tout simplement. Ouais. Moi, je vois beaucoup de parallèles entre une genre de dictature. Tu sais, mettons, on va dire que c'est une démocratie aux États-Unis, mais genre entre guillemets, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de moves qui ressemblent à une dictature, puis il y a beaucoup de moves dans le but de contrôler la population, puis genre, en tout cas, moi, les États-Unis, là, je suis bien content de ne pas être né là, puis genre, c'est pas un pays que genre, ça va imploser, je sais pas comment ça fait pour continuer, je sais pas comment ça va faire pour continuer comme ça. Pour elle, là. Mais je pense que pour moi, la plus grosse question, c'est quoi l'issue C'est ça. au bout de toute cette histoire-là? Tu sais, est-ce que, tu sais, je vois pas Trump faire des changements intéressants, mais après ça, tu sais, c'est parce que l'autre problème, c'est que comment est-ce que le système politique américain tolère que tout ce cocktail-là se produise? Je trouve ça complètement effarant, puis ultimement, pour moi, je regarde, tu sais, je me demande c'est quoi la réaction qu'on va avoir, puis pour moi, tu sais, je veux dire, les républicains qui sont là pour gagner et pas pour défendre leurs idéaux, apparemment, ils vont pas participer à la démission de Trump. Donc, je vois pas d'issue satisfaisante, là, rendu là. Puis, ultimement, le jour que Trump est plus là, est-ce qu'on va avoir mieux d'ici les années à venir aux États-Unis? J'ai de la misère à le croire. Mais, tu sais, c'est parce que là, c'est le fun. On est vraiment tous les trois super désabusés. C'est super positif. Ouais. Mais, tu sais, il y a plusieurs affaires. C'est que, tu sais, ce qu'on explique, là, c'est qu'en fait, Trump, là, en ce moment, c'est comme un enfant à qui tu laisses faire ce qu'il veut. C'est qu'il y a personne dans son équipe, normalement, comme il y a dans un cabinet, qui lui dit « tweet pas ça, dis pas ça, fais pas ça ». Il y a personne, en fait, qui lui dit ça. Il est mal entouré, en fait. L'autre aspect aussi, tu sais, c'est que, bon, ben, tu sais, ça se peut qu'il soit réélu, mais même s'il l'est pas, en fait, Trump aura fait des changements qui vont avoir des conséquences pour plusieurs années dans l'avenir, tu sais, ne serait-ce que les nouveaux juges qu'il a placés un peu partout aux États-Unis puis à la Cour suprême. C'est des gens, ils sont là jusqu'à ce qu'ils prennent leur retraite. Il y a même une démocrate, en ce moment, une juge démocrate à la Cour suprême qui est vraiment vieille. Je sais plus quel âge elle a, mais je pense que c'est 80 plus, puis qui reste là parce qu'elle sait que si elle s'en va, puis que Trump est encore là, ben il va mettre quelqu'un d'autre, tu sais. Fait que c'est ça, c'est... En fait, oui, on voit peut-être pas l'issue, mais tu sais, pour terminer sur une note peut-être plus positive, c'est que dans l'histoire, on a fait beaucoup de recul. Mais quand même, quand on regarde la tendance, tu sais, ça a tendance à augmenter. Tu sais, si on avait à faire une courbe là, sur nos avancées, puis nos reculs économiques puis sociaux, ça va dans le bon sens. La courbe est vraiment croche, ça part dans tous les sens. Mais au moins, ça monte. Ouais, ben je pense que sur le long terme, on a fait une progression, mais comme n'importe quelle croissance économique, si on veut comparer ça à ça, il y a des hauts puis des bas. Puis il y a des hauts puis des bas, puis là, en ce moment, ben on a eu l'expression d'un bas, puis là, peut-être qu'il va y avoir une reprise, puis ça va remonter, puis peut-être que dans 1 an, 2 ans, ça va rebaisser. Mais sur, mettons, 100 ans, 500 ans, moi, je suis persuadé qu'on s'est amélioré, mais bon, genre on sera jamais parfait, puis il va toujours avoir des améliorations à faire de ce côté-là. C'est ça. Puis en effet, comme tu dis, Alizé, on peut voir ça d'un bon œil parce que ultimement, ça met ça démontre encore plus c'est quoi les failles d'un système, puis ça nous pousse à potentiellement, ou plutôt espérons, à régler ces failles-là, puis à rendre le système encore meilleur. Oui. Ouais.
C'est comme sans Trump, on n'aurait pas compris que Facebook utilise gratuitement vos données à votre insu, ou presque. On peut tirer quelque chose de positif de ça. Ouais, moi, depuis Trump et Twitter, l'espèce de polémique, moi, je me suis abonné à Trump pour voir ses prochains tweets, pour voir la petite mention Twitter de genre, OK, ce contenu pourrait potentiellement être faux. Puis ça, j'aimerais vraiment ça pouvoir screenshot ça. J'ai hâte. Ben, ça te donne un but d'envie. Ça donne un but. Donc, ben voilà, c'était notre épisode cette semaine. Donc, abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter, YouTube et Instagram. Et engagez-vous en visitant notre site web à engagerpublic.com. Donc, merci beaucoup, Jay. Merci, Alizé. Merci à toi. Puis Merci à toi. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Succès. Coupé. Épisode très léger, vraiment. C'est que, OK, si tu veux t'éduquer par rapport à ça, là, j'ai vraiment une série à te recommander parce que je pense que tu as beaucoup de questions. Puis justement, dans cette série-là, il y a un des protagonistes qui est comme toi. Dans le fond, c'est un blanc qui sort avec une métisse. Ouais. Puis il y a toute sa relation vraiment complexe. Tu sais, il sait pas trop où se placer comme allié. Tu comprends ce que je veux dire? Puis tu me fais vraiment Ouais. penser à ça. Ça s'appelle Dear White People. Puis c'est vraiment très cash comme série. Puis ça aborde toutes ces questions-là. Tous C'est les sur malaises. Netflix? Puis oui, c'est sur Netflix. Il y a 2 saisons, c'est excellent.